quoi faire ce soir. Oui, il faut. Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h. Le quorum est largement atteint. Je déclare donc ouverte cette séance de notre conseil municipal. Je vous donne lecture des deux pouvoirs. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Nadine Oreillard donne pouvoir à Pascal Frangiamort. Édouard Kozlowski donne pouvoir à Lionel Gérard. Le secrétariat de séance, Audrey Pont. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc Audrey assurera le secrétariat de séance. Le compte-rendu du dernier conseil municipal, y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je considère qu'il est adopté. C'est le cas. Je vous remercie. Je vous propose donc sans tarder de rentrer dans l'ordre du jour. Je vais demander à Lionel Gérard, évidemment, de nous présenter l'ensemble des aspects relevant des finances et qui ont fait l'objet d'une présentation, évidemment, au niveau de la commission concernée. Bon, de toute façon, tu as tout dit. Tu as dit que ça avait été traité en commission des finances. On va demander à la directrice générale des services de présenter les choses. Donc une décision modificative numéro 3 pour la ville. Dernière décision modificative en principe de l'année, donc elle est assez riche. Je vous rappelle que vos votes portent sur les chapitres, c'est-à-dire ce qui est grisé. Mais je vais néanmoins évoquer les plus gros des crédits qui sont modifiés. Combustible dans les écoles, moins 15 000. Plus 7 000 combustibles au stade. Moins 3 000 de celles de déneigement. Moins 2 000 pour les fournitures pour les installations de chauffage. Ensuite, vous avez une série de bâtiments sur lesquels les fournitures ont été revues à la baisse. 4 500 € pour des fournitures pour le local technique haut débit. En dessous, 8 200 pour des fournitures de voirie, ça concerne Jeuf Plage et la place des Poilus. Nous avons location matériel espace vert, moins 2 000. Plus 12 000 réparations du terrain synthétique. 2 100 pour l'entretien de locaux associatifs. Il s'agit du remplacement de la porte à l'espace Val. Plus 2 000 entretien des écoles. Plus 2 700 entretien du gymnase. Là encore, une série de mises à jour de crédits dans les entretiens de bâtiments. Entretien de voirie feu tricolore, 7 500. 2 500 pour des entretiens de voirie en général. 8 081 pour l'entretien de la balayeuse. Je tourne la page pour poursuivre sur les dépenses de fonctionnement. Nous avons moins 4 000 € pour des organismes de formation, moins 2 500 pour des frais divers prestataires extérieurs, espace vert, 18 400 pour des honoraires, moins 2 600 pour des publications, moins 7 068 pour des activités périéducatives, moins 5 000 pour le transport des déchets, plus 40 000 pour reversement au CCAS de prestations de la CAF, plus 10 768 le reversement du fonds d'amorçage à la CCPO, moins 6 000 services extérieurs fêtes et cérémonies, moins 5 000 services extérieurs pour le cimetière et moins 4 200 pour les taxes foncières, ce qui nous donne au niveau du chapitre charges à caractère général 56 204 € en plus. Nous avons ensuite les rémunérations, donc les charges du personnel. Là, le chapitre, c'est moins 4 079 en zone grisée. Nous avons ensuite plus 11 400 cotisations de retraite des élus, moins 40 000 pour la subvention du CCAS, 14 910 pour la subvention Pôle Santé et moins 10 000 subventions sur le budget cinéma, ce qui nous donne au chapitre 65 autres charges de gestion courante, moins 26 068 €. Sur les charges financières, surtout concernant les intérêts, moins 10 190 €, moins 6 685 dotations aux amortissements et plus 3 089 reversements du FPIC. Et nous avons un virement à la section d'investissement qui va augmenter de 86 920 pour un total général
de 102 072 € pour les dépenses de fonctionnement. Je passe ensuite, je reviens à la première page sur les recettes de fonctionnement, où nous avons 35 000 € de remboursement de charges de personnel malade, 18 676 € de FPIC, moins 5 000 de droits de place, marché et foire, moins 22 000 de taxes additionnelles, donc un total de moins 6 774 au niveau du chapitre. Sur le chapitre suivant, nous avons moins 5 055 de remboursement de salaire CUI, plus 22 680 de fonds d'amorçage pour le périscolaire, plus 40 000 de recettes CAF pour le CEJ, etc., moins 4 652 pour le fonds départemental de la taxe professionnelle, ce qui nous donne 55 289 € en dotation et participation. Sur tout ce qui est logement, loyer et charges, le total général, autres produits de gestion courante au chapitre 75, donne 8 419. Sur les produits exceptionnels, le total du chapitre donne 2 562 en plus. Et sur les opérations d'ordre de transfert entre sections, 6 517 €. Ce qui nous donne un total général identique aux dépenses de fonctionnement, donc 102 072 €. Je passe à la section. Juste avant que tu passes à la section d'investissement, pour dire qu'effectivement, il s'agit d'une révision à une DM de 102 000 et quelques euros, quand on considère qu'il y a déjà 87 000 € qui passent en section d'investissement. Donc là, on a une variation par rapport au budget primitif de 15 000, à peine plus de 15 000 €, donc ce qui est vraiment quantité négligeable. Je voudrais souligner quand même un point qui est à souligner, c'est les 40 000 € de subventions en direction du CCAS pour les activités menées par la jeunesse, par le service jeunesse sur la commune. Donc, félicitations aux élus, mais surtout à tous les acteurs de la MSF. En section d'investissement, nous avons la part de PFL pour le centre multi-activité de Franche-Pré, 3 000, 34 053 subventions sur le budget Pôle Santé, 7 000 pour les travaux d'accessibilité en mairie, les travaux de l'accueil, 4 500 pour les travaux en régie pour le local technique haut débit, donc on voit apparaître 3 fois, en dépenses et en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement, puisqu'il s'agit de travaux en régie. Pour le centre multi-activité de Franche-Pré, plus 40 690 €. Et 3 350 pour matériel au gymnase, une autolaveuse, ce qui nous donne un total de dépenses d'investissement de 99 709 €. En recettes d'investissement, il s'agit donc surtout de subventions, d'ajouts et de retraits de subventions et du virement de la section de fonctionnement de 86 920, le tout faisant 99 709 € également. Bien. Merci Anne-Hélène. On passe au vote s'il n'y a pas de remarques. Qui s'oppose à cette décision modificative? Qui s'abstient? 1, 2 abstentions. Donc unanimité, moins 2 abstentions. Merci. Allons-y, le point 1-2. Donc il s'agit d'une décision modificative numéro 1 pour le budget du cinéma, avec des mouvements assez faibles, moins 10 000 en dépenses de fonctionnement et moins 10 000 en recettes de fonctionnement. Voilà. Des remarques? Je vous appelle au vote. Qui s'abstient? Une non-participation au vote. Abstention? Opposition? Unanimité? Je vous remercie. Et enfin, la dernière décision modificative concerne le budget du pôle santé, avec moins 200 et plus de 100 €, ce qui donne 0 en dépenses de fonctionnement et 14 910 subventions ville en plus dans les recettes et moins 14 910 dans les loyers, ce qui nous donne aussi un mouvement nul. En section d'investissement, 34 053 € de travaux, suite aux avenants qui ont déjà été votés, et 34 053 € en subvention ville. Voilà. Pas de remarques. Participation au vote.
terminé, donc il n'y a pas encore de loyer qui rentre. Oui, bien sûr. Oui, c'est simplement... vous savez bien que pour l'instant, les travaux ne sont pas terminés. On a pris un peu il y a quoi? Il y a 3 mois de retard au total. Hein. Ça devrait... Je vais participer à la visite de chantier là, qui a lieu... à la réunion de chantier, pardon, qui a lieu ce vendredi. On est pratiquement au bout des travaux. Je pense que ça devrait être rendu, fin décembre. Je sens que le directeur des services techniques opine favorablement de la tête. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin. Donc ça devrait être le cas fin décembre. Je pense que les locataires devraient être installés en janvier et commencer à prendre en charge leur loyer respectif à partir du 1er février. Voilà. Le calendrier qui, je pense, est définitif. C'est uniquement une question de calendrier, c'est pas une question de défection. Ah non, non, non. Ah non, au contraire. Non, non. L'ensemble de l'espace en rez-de-chaussée sont totalement occupés. Voire même récemment, nous avons eu une sollicitation à laquelle nous avons pu répondre, mais vraiment plus utilisé que cela, ce n'est pas possible. Non, non, au contraire. Bien, des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Le point 1.4. Merci André. Donc prise en charge des honoraires d'avocat dans le cadre de l'affaire Luca Neri. Donc nous avons été sollicités par la famille pour passer à l'acte, puisque le maire s'était engagé publiquement à payer les frais d'avocat. Il s'agit d'un montant de 2 400 €. Des remarques? Oui. Je suis évidemment tout à fait favorable à ce que la ville participe à aider cette famille qui a été particulièrement éprouvée. Et je suis d'accord pour le fait qu'on l'aide dans sa démarche judiciaire. Et je mets une remarque, c'est-à-dire que la recherche en responsabilité de l'État n'interdit pas une éventuelle recherche en responsabilité d'une collectivité locale, la nôtre en l'occurrence, à tort ou à raison, mais je dis recherche de responsabilité, c'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, prendre le même avocat que celui de la ville, ça peut poser une question. Alors, je suis entièrement d'accord pour qu'on affecte cette somme-là, à condition que la famille choisisse son avocat. Si elle choisit le même que celui de la ville, bon, elle le choisit. Mais à condition qu'elle le choisisse. On vote, par exemple, la même somme allouée à la famille jusqu'à concurrence des honoraires d'avocat pour les démarches de cette famille, mais en la laissant choisir son avocat. Bon, écoutez, c'est assez bizarre comme réflexion, doublement bizarre. Dans le fait que si cette procédure a été choisie par la famille, c'est en raison, vous le savez sans doute, vous avez comme moi à l'esprit des éléments concernant cette terrible affaire, le fait que l'individu coupable ait fait l'objet de procédures précédant ce geste, dans un autre lieu, une autre région, pour des actes de violence, avec condamnation à la clé, me semble-t-il. C'est cela qui est à l'origine de cette procédure. Ira-t-elle au bout? Comment se traduira-t-elle? Enfin,
Le choix a été fait, c'est celui de la famille, que je respecte pleinement. Il ne nous appartient pas ici de commenter cela, puisque c'est une procédure judiciaire. Donc ça, c'est le premier aspect, ce qui rend un peu irréaliste, un peu étonnant le contenu du premier aspect de cette question. Deuxième aspect, l'avocat qui agit au nom de la famille a été choisi par la famille. Il n'a pas été choisi par quelqu'un d'autre. Donc, il ne nous appartient pas ici de dire quel avocat devrait être choisi ou ne devrait pas être choisi. Heureusement d'ailleurs, ce serait dramatique s'il en était autrement. Voilà ce que je voulais dire. Je ne ressens pas le besoin d'en dire plus, en dehors du fait que j'apprécie relativement, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de cette Assemblée, je l'apprécie, qu'il n'y ait pas polémique sur ce drame absolu. J'ai à l'esprit, comme vous, le visage du petit Lucas, j'ai à l'esprit le visage de son beau-père complètement sous le choc, avec le t-shirt ensanglanté parce qu'il avait porté l'enfant jusqu'à la rencontre de l'ambulance. Je suis arrivé quelques instants après le drame. J'ai à l'esprit l'état de la mère que j'avais rencontrée pour la première fois devant l'hôtel de ville. J'ai à l'esprit ce rassemblement considérable, énorme, plus de 3000 personnes dans cette manifestation silencieuse, d'une dignité exemplaire. Personne à ce moment-là, personne ne s'est trompé ou ne s'est laissé aller à quelque excès que ce soit. C'est conforme aussi à la capacité, à la dignité de notre population. Donc, nous sommes sollicités. J'avais déclaré, peu de temps après le drame, à un conseil municipal ici même. Donc, ce n'est pas nouveau pour le conseil municipal. J'avais dit, évidemment, compte tenu de cette situation extrême, compte tenu du drame, compte tenu de l'émotion, il était évident que le conseil municipal aurait, si besoin était, à être saisi et que, pour ma part, je soumettrai au conseil municipal toute saisine de la part de la famille qui consisterait évidemment à répondre à une demande d'aide, à une sollicitation de sa part. Ce qui est fait ce soir, je me réjouis donc que ça se fasse dans cet état d'esprit. Alors, bon. La famille ayant choisi... Si je peux juste intervenir. Oui, rapidement, Monsieur le maire et Monsieur le conseiller Savard, je crois que l'important n'est pas là, c'est pas tellement le choix de l'avocat. L'important, c'est que notre ville continue à montrer sa solidarité envers une famille qui a souffert, comme elle a su montrer sa solidarité au moment des événements terribles. Bien. Allez, un dernier mot et on passe au vote. Mon propos était clair à ce sujet-là. Hein. On est bien d'accord. La seule question, c'était le choix par la famille de l'avocat. Voilà. On a répondu à cette question-là. Donc, il n'y a plus de questions à ce propos. Très bien. Sous réserve, effectivement, que la famille ait bien choisi l'avocat. Voilà, c'est clair. Un avocat ne pourrait pas intervenir s'il n'était pas choisi librement par les personnes qu'il est appelé à défendre. C'est le b.a.-ba de son action. C'est la première question qu'il pose. S'il n'y a pas cela, il ne travaille pas, il ne peut pas travailler. C'est vraiment le b.a.-ba, cela. Bien, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Très bien, je vous remercie. Nous continuons. Prise en charge de dépenses. Il s'agit de prendre en charge les dépenses de la section parachutiste du Pays de Briey. 140 € pour le remboursement de frites servies lors des participations, fête de la grenouille et de l'écrevisse et fête nationale du 14 juillet. Des oppositions, des abstentions, il n'y en a pas, nous continuons. Reversement des prestations contrat enfance-jeunesse, prestations de services au CCAS, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, à hauteur de, le total pour l'année, 64 832,88 €.
Pas d'opposition, pas d'abstention. OK, continue. Récupération de la taxe d'ordures ménagères 2015 auprès des locataires des bâtiments communaux. Comme tous les ans, besoin d'une délibération pour récupérer le delta entre ce que nous avions, la taxe que nous avions diminuée et le surplus de cette taxe à l'heure actuelle, donc 2,59%. Délibération traditionnelle, pas d'opposition, pas d'abstention. Versement de subventions de fonctionnement d'équilibre au budget principal vers les budgets annexes. Donc, budget annexe du cinéma casino, donc 75 284 €, moins 10 000 € par rapport au budget primitif. Budget du quartier de l'Ermitage, 16 247 €, conforme au budget primitif. Budget annexe pôle santé, 89 383 €, plus 14 910 € par rapport au budget primitif. Là aussi, unanimité, oui. Bon, concernant Cinéma Casino, donc je ne vote pas. Concernant le quartier de l'Ermitage, je vote contre. Et le pôle santé, je m'abstiens. OK, on enregistre ce vote. Il n'y a pas d'autre abstention, pas d'autre opposition. Je vous remercie, on continue. Donc, versement d'une subvention d'équilibre au budget principal vers le budget annexe du pôle santé. Donc, sur le budget principal, donc un versement de 134 803 €, donc plus 34 053 € par rapport au budget primitif. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. OK, le 1-10. Donc, avenant numéro 15 à la convention du 15 mars 2004, souscrite avec la MJC. C'est un avenant, il sera proposé au conseil municipal d'un avenant à la convention ayant pour objet de fixer la convention 2017 à hauteur de 54 800 €, dérogeant ainsi de manière exceptionnelle à la règle des salaires N-1. Et à partir de 2018, nous repartirons sur la règle classique. Nous tenons compte pour ce faire tout simplement de la réalité compte tenu des mouvements intervenus au sein de la MJC et ça fait évidemment l'objet par nos soins d'une présentation aux dirigeants de la MJC évidemment. Il y aura d'ailleurs prochainement, je vais dire presque à nouveau puisqu'il y a une réunion qui ressemblait déjà à ça, une paritaire va se réunir dans les prochains jours. Mais ça est conforme évidemment à la réalité de ce que nous exerçons en lien avec notre partenaire. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Il n'y en a pas. Non-participation au vote de M. Savard. OK, très bien. Juste, il y avait une question de M. Giasio la dernière fois sur les frais de Mme Frangiamor pour le déplacement à Cassac. Allons-y. Donc, les services nous ont donné un détail de ces frais. Donc, les billets d'avion, c'est 874 €. C'est 100% de la part de l'adjointe qui s'est déplacée. Frais médicaux, vaccination, 247,60 €, 100%. L'hébergement, il y a 265 000 XAF, donc c'est pas les CFA, mais c'est Centrafrique, c'est les francs Centrafrique. C'est la nouvelle appellation. Donc ça fait 402,80 € à diviser par 5 parce qu'il y avait 5 chambres, donc ça fait 80,56 €. Taxi brousse et essence parking, il y a aussi 560 000 XAF, donc 851,20 € à diviser par 9, 94,58 €. La restauration, 892 550 XAF, donc 1356,68 € à diviser par 12, 113,6 €, donc un total de 1409,79 €, alors que la demande d'ISS était de 1334 €, mais je pense que c'est ce qu'ils avaient besoin pour équilibrer leur compte. Donc ils ont demandé ce qu'ils avaient besoin en fait pour équilibrer leur compte. Il faut noter que les dépenses réelles sont supérieures à la demande remboursée par l'association parce que les frais de restauration sur place à Cassac ont été pris en charge par l'association cassacoise et non refacturés, et que l'hébergement à Cassac a eu lieu gracieusement dans la maison Galémène
construite dans le cadre d'un chantier de solidarité internationale que nous avions mené en 2009 et 2010. Et l'ensemble de ces justificatifs sont consultables au service comptable. Voilà, des choses extrêmement précises, détaillées, comme ici nous avons l'habitude de le faire. OK, question concernant le personnel. Donc, il nous a fallu recruter une ATSEM pour l'école maternelle Louise Michel, suite aux normes imposées par le plan Vigipirate et également à une augmentation des effectifs. Donc, une ATSEM à raison de 15 heures hebdomadaires. Elle travaillera tous les matins. C'est un recrutement temporaire prévu jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours et nous referons le point à la rentrée suivante pour voir s'il est nécessaire de reconduire ou pas. Pas de remarques, unanimité. Et dans un deuxième point concernant le personnel, nous vous proposons de modifier le tableau des emplois pour rendre possible le recrutement d'ATSEM sur le cadre d'emploi des adjoints techniques. Pas non plus, j'imagine, pas de remarques. OK, unanimité, merci. Coopération intercommunale. Nous sommes sur la présentation de 2 rapports. Vous savez que c'est un exercice toujours un petit peu ingrat, parce qu'en réalité, ça demande beaucoup de travail en amont. Je remercie à cet égard la commission qui est animée par Jean-Jacques Gottigny, donc autant Jean-Jacques que l'ensemble des membres de la dite commission pour ce travail. Un peu de fourmi, il s'agit de le restituer dans le cadre d'une synthèse qui ne peut pas être exhaustive, mais c'est un travail nécessaire. Je ne sais pas d'ailleurs si cet exercice est assuré dans toutes les collectivités locales. En tout cas, ici, c'est une tradition et je pense qu'elle est tout à fait salvatrice. Pour Ornaval, Monsieur Gottigny. Pour Ornaval, c'est la seule collectivité à le faire. Voilà, confirmation. Lionel Gérard me dit que pour les villes adhérentes à Ornaval, nous sommes la seule collectivité à procéder de la sorte. Ça confirme donc ce que je viens de dire. Très bien. Donc, si vous permettez, nous allons commencer par le rapport eau potable, en rappelant que la compétence eau potable a été transférée à Ornaval le 1er septembre 2013 avec un début d'exploitation au 1er janvier 2014. L'approvisionnement en eau se fait par l'intermédiaire du puits de Haropré avec une capacité maximale de pompage de 3000 m3 par jour, avec une petite importation par le SICVO pour quelques maisons de la rue de la Thé. Le réseau d'eau potable représente à peu près 46 km de canalisation, dont seulement 4% du réseau est mal connu. Le pourcentage de remplacement des compteurs est à 3,2%. Au niveau des abonnés, 3080 abonnés pour 6746 habitants, soit de 19 habitants par abonné. La consommation moyenne est de 92 m3 par an et par abonné. Au niveau du contrôle de l'eau, 100% de conformité microbiologique, 100% de conformité physico-chimique. Les branchements au plomb 0 ont été modifiés ou remplacés, ce qui ne signifie pas qu'on n'en est plus du tout sur le territoire, mais ce qui signifie simplement qu'on n'a pas eu à intervenir sur ces branchements-là et qu'on n'a pas sans doute encore mis le doigt sur tous ceux qui existaient. Au niveau des bilans des volumes, ils sont quasiment stables par rapport à l'année dernière, avec un volume produit à 362 000 m3, un volume mis en distribution à 360 000, un volume consommé à 285 000, ce qui nous donne un rendement du réseau de 79%, ce qui est stable par rapport à 2014. L'indice linéaire de perte en réseau est estimé et calculé à 4,5 m3 par jour et par kilomètre, soit 75 000 m3 par an. L'évolution du prix de l'eau entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016, la part de la collectivité a augmenté de 3,4%. L'abonnement est resté stable, mais les taxes et redevances ont baissé de 8,2%, ce qui concourt à amener un prix de l'eau à 1,72 TTC le mètre cube, donc une parfaite stabilité d'une année à l'autre. Ceci pour... Est-ce que sur cette question, dans un premier temps, il y a des aspects, des interrogations? Non? Merci. Je souligne la stabilité du prix de l'eau, qui est un prix relativement bas, lorsqu'on sait les pratiques usitées sur un large territoire autour de nous. Et je rappelle que ça fait aussi l'objet d'une décision importante de notre conseil municipal, le transfert de compétences sur les dates rappelées par Jean-Jacques, avec mise en œuvre à partir du 1er janvier 2014.
qui nous permet de ne pas marchandiser, je prends ce terme-là volontairement compte tenu de l'ambiance générale dans le pays et sur la planète. Nous avons ici une ressource en eau que nous avons toujours gérée, je crois, d'assez bonne manière, et plutôt que de lui donner une connotation que je viens d'évoquer, nous l'avons envisagé comme étant un instrument de solidarité à l'égard des populations dans le cadre du travail réalisé par le syndicat Ornaval, que je tiens ici à féliciter pour ses choix, en particulier lorsqu'il s'est agi de créer une régie et évidemment de faire la démonstration de son efficience. Sur ce sujet, donc, la volonté de la commune, c'était aussi de permettre, puisqu'on voit plus de 300 000 m3 par an, alors que le potentiel du puits, c'est plutôt 1 million de mètres cubes. Donc la volonté de la commune, c'est d'en faire bénéficier les autres communes du bassin. Donc nous sommes en train de travailler sur cette thématique, puisque d'ici début 2018, nous aurons l'exploitation pleine et entière des capacités du puits. Bien, après ces précisions, Jean-Jacques Gottini. Au niveau de l'assainissement, donc le syndicat exerce rayonne sur 10 communes, pour ce qui représente à peu près 28 600 habitants. La capacité d'épuration de la station est estimée à 34 000 équivalents habitants par temps sec et 51 000 équivalents habitants par temps de pluie. Quelques données générales au niveau du syndicat, avec les quantités de boue issues des ouvrages à 445 tonnes de matière sèche, quasiment stable par 2014. Le pourcentage de desserte par les réseaux de collecte d'eau usée s'élève à 98% et le pourcentage de boue issu des ouvrages évacués par les filières conformes, 100%. Le pourcentage de renouvellement du réseau, 1,58%. Et l'assainissement non collectif sur le syndicat concerne 423 habitants, dont 36 sur Jeuf. À Jeuf, le réseau représente 54 km, dont 49 km de réseau unitaire, donc 90% du réseau est unitaire à Jeuf, contre 78% sur le total du périmètre syndical. La population raccordée est 6 710 habitants, la population non raccordée, 36 habitants. Les volumes facturés s'élèvent à 270 000 m3, soit 14% de plus par rapport à 2014, mais inférieur à la moyenne des années s'étalant de 2009 à 2013. Au niveau de la STEP, le volume d'entrée en station s'élève à plus de 1 800 000 m3, soit 5 060 m3 par jour. Les rendements épuratoires sont tous supérieurs au rendement requis et le refus de dégrillage représente 10,5 tonnes, plus 14% par rapport à l'année précédente. Et ces refus de dégrillage sont dirigés vers le centre de stockage ultime. En ce qui concerne la contribution au pluvial, qui est calculée selon une règle avec part fixe à 10%, avaloir à 40%, collecteur à 25% et nombre d'habitants à 25%, à Jeuf, la contribution a augmenté de 7 880 € par rapport à l'année précédente, plus 18%. Mais en faisant le calcul sur la totalité du périmètre syndical, les augmentations se sont échelonnées de 17 à 25% sur les communes du syndicat. L'évolution du prix du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, la part en aval passe de 1,63 à 1,67, mais on note une diminution de la taxe pour la modernisation des réseaux. Tout ceci concourt là aussi à une stabilité du prix de l'eau. En ce qui concerne le prix global de l'eau, eau plus assainissement, 3,53 € hors TVA, ce qui en fait l'eau la moins chère de la vallée. À l'intérieur du syndicat, seuls Montois, Sainte-Marie-aux-Chênes et Roncourt sont légèrement moins chers du fait d'un abonnement légèrement moins cher aussi. Bien. Oui. Juste les trois communes mosellanes citées sont gérées par le CIEGO. Et on peut remarquer aussi que la compétence eau des communes de Moutier, Moineville et Valleroy ont été transférées en aval et que l'eau a baissé de 70 centimes par mètre cube pour ces trois communes. Bien. Encore une fois, mille merci à Jean-Jacques Gottini et aux membres de la commission de développement durable qui ont procédé à cet examen assez complet et détaillé, vous l'avez entendu.
Il n'y a pas de vote sur ces questions-là, c'est simplement une présentation. Rapport d'activité 2015 à la CCPO, la Commission des finances l'avait examiné aussi. Tu peux... En quelques mots, Lionel, pour rendre compte de l'avis de la Commission. C'est toi qui... Donc, ce rapport qui a été étudié par la Commission des finances, on vous rappelle les compétences: petite enfance, enfance et périscolaire, habitat et logement, culture, sport et loisirs d'intérêt communautaire, la gestion des ordures ménagères. D'ailleurs, le rapport du CIRTOM n'a pas été étudié pour ce conseil municipal, il le sera dans le cadre du prochain conseil municipal. Mais il fait partie intégrante du rapport de la CCPO, puisque c'est une compétence CCPO. Économie, travaux, urbanisme et aménagement du territoire. Les points marquants de 2015 ont été la révision des statuts, avec l'intégration des ZAC, c'est-à-dire des zones d'aménagement concerté, le schéma de mutualisation, le projet de territoire, la mise en place de l'observatoire fiscal pour les communes membres, le schéma départemental de coopération intercommunale, et concernant les services, l'élaboration du document unique concernant les risques professionnels et de l'agenda d'accessibilité. Pour parler finances, l'excédent de fonctionnement a été de 858 195 € en 2015, le déficit d'investissement de 25 437 €, soit un excédent global de clôture en intégrant les restes à réaliser de 606 213 €. Pour rappel, les taxes levées par la CCPO, la taxe d'habitation 13,24%, la taxe foncière 2,26%, la taxe foncière sur le non-bâti 5,35% et la contribution foncière des entreprises, la CFE, 29,45%. Juste pour dire quand même que dans la taxe d'habitation, ce n'est pas 13,24 pour la communauté de communes, mais il y a bien aussi dans cette taxe-là la part départementale. Bien sûr. Oui. Tu as raison de le souligner. J'ai déjà entendu dans d'autres lieux utiliser cet argument qui est totalement fallacieux. Parce que la part départementale est au-delà des 10%. Oui. Bien, merci donc à la Commission des finances et à son vice-président, Lionel Gérard. Nous continuons sur les marchés publics. Premier avenant à la DSP qui nous lie à la MJC pour la gestion du cinéma casino, qui évidemment nous permet de tenir compte des éléments que j'évoquais tout à l'heure, tout simplement. Il s'agit d'adapter évidemment cette gestion à l'évolution de la situation à l'intérieur même de la MJC, avec en particulier des départs en retraite qui viennent impacter évidemment la situation de l'établissement. J'imagine qu'il n'y a pas de remarques. Non-participation au vote. Monsieur Savard, unanimité par ailleurs. Avenant numéro 4 au marché des travaux de création du centre multi-activités. Là aussi, on en a pris la décision tout à l'heure dans la décision modificative. Elle intègre cette décision. C'est tout simplement l'adaptation à l'évolution de la situation sur le chantier. J'imagine que oui. Oui, je lis. En effet, suite à la réalisation de nouveaux sondages, il convient de mettre en œuvre les adaptations techniques, etc., etc. Quelle est la nature de ces nouveaux sondages et quelles sont les adaptations techniques voilà. Si vous voulez, je vais autoriser mon directeur technique intervenir pour éclairer le Conseil sur ces aspects-là. Comme on en avait parlé au milieu du chantier, on a agrandi le parking sur la maison qui est à côté, qui est propriétaire de l'EPFF, pour avoir un parking plus grand, et on a créé 10 places en plus. Donc on a dû sonder le terrain, et on a sondé aussi au droit des fondations du bâtiment qui a été démoli. On avait des problèmes de fondation à l'époque, on en avait parlé aussi. Donc c'est ça. Merci Joël. Bien. Pas d'opposition. Je ne vois pas d'abstention. Je vous remercie. L'urbanisme, rapidement. Dénomination de la rue menant à l'EHPAD. C'est la rue qui, pour l'instant, longe le collège pour conduire à l'EHPAD. Nous avons eu une proposition du Centre de promotion de l'histoire de Jeuf. Il s'agit là d'un lieu-dit dont le nom est le Haut-de-Villers. Nous vous proposons tout simplement de donner à cette rue le nom de rue des Hauts-de-Villers.
Voilà, qui respecte tout simplement le schéma tel qu'il existe, sans plus. Ce qui permet aussi, sachez-le en même temps, à l'établissement de commencer à donner une adresse à cet établissement. Ils en ont besoin dans leurs relations et dans leur activité. Il n'y a pas d'opposition, oui? Oui, je pense que ça aurait été sympa qu'on puisse demander à chacun auparavant un avis. Bon, il y a une proposition, bon, c'en est une, certes, c'est celle du maire, mais le maire est un conseiller parmi d'autres aussi. Il y a d'autres dénominations possibles, rue de la Bosse, je ne sais pas, il y avait, etc., etc. Là, on nous apporte quelque chose de tout fait. Les conseillers n'ont pas été, on leur a pas demandé un avis. Enfin, j'ai cité un nom pour en citer un, mais il y en a d'autres possibles. Voilà. Nous avons sans doute l'un et l'autre, M. Savard, roulé notre bosse, et je dis cela tout à fait tranquillement et sereinement. Cela dit. Deux petites remarques. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que j'évoque cette question. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, ensuite, c'est vrai que nous avons aussi en même temps, alors que nous l'avons évoqué depuis pas mal de temps, reçu une proposition du CPAJ, compte tenu de l'endroit où se trouve cette rue et pour l'instant, évidemment, de sa finalité, il me semblait qu'elle correspondait effectivement assez bien à ce qu'il convenait. D'autre part, effectivement, le conseiller municipal que je suis est aussi le maire choisi par cette majorité. Donc il y a ce distinguo que je fais, M. Savard, et c'est à ce titre de maire issu de cette majorité que, évidemment, il m'appartient de faire des propositions à ce conseil municipal. Et donc je soumets ma proposition à l'Assemblée délibérante qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, cette rue s'appellera donc les Hauts de Villers. Merci bien. Je vais retirer le point 5.2. Non pas qu'il ne soit pas d'actualité. Oui. Non pas qu'il ne soit pas d'actualité, il l'est pleinement. Mais simplement, je pense qu'il faut qu'on regarde. Les services doivent être attentifs à ça pour évoquer cette question avec l'établissement public foncier de Lorraine. Je pense qu'il serait préférable si l'établissement peut rapidement réagir. Si ce n'était pas le cas, je remettrai ce point à l'ordre du jour au prochain conseil municipal. Mais donc, pour l'instant, je vous propose, je vous informe de ma décision de retirer ce point de l'ordre du jour. D'autre part, je reviens sur la question précédente, parce qu'effectivement, Anne-Hélène me signale un petit papier qui était là depuis le début du conseil. Et évidemment, il est devant mon nez, mais je l'avais occulté. Je souhaite rapidement que nous soyons en mesure de donner un nom au centre multi-activités, parce qu'à un moment, il faut arrêter d'appeler ça comme cela. Ou alors l'ancien meuble action, enfin ça n'a pas de sens. À un moment, il faut arrêter. Le bâtiment est pratiquement fini, il va être en pleine activité dans quelques semaines. D'ailleurs, les usagers là, qui s'y trouvent, les utilisateurs, vont avoir besoin eux aussi d'une adresse. Donc je vous propose que l'on donne un nom à cet espace. Évidemment, le maire que je suis aura à formuler des propositions s'il m'en vient. Mais donc, j'ai déjà sollicité aussi les occupants, les futurs occupants, pour leur dire, mais réfléchissez aussi de votre côté, parce que c'est eux qui vont s'y trouver, donc c'est pas mal si le nom peut aussi leur convenir. Donc, je le signale, et en même temps, je le signale publiquement, de telle sorte que, assez rapidement, nous soyons en capacité de baptiser ce bel espace. Voilà. Affaires scolaires et périscolaires. Ah, pardon. Pardon, Lucien. Quand on est dans les nominations et dans les dénominations plutôt de rues et de bâtiments, je voulais juste informer l'Assemblée que les membres de l'association hospitalière, donc les salariés de l'association hospitalière, ont participé très largement à donner un nom à la future EHPAD. Et le futur EHPAD s'appellera les Sentiers de Ravenne. On retrouve la Bosse, évidemment. Voilà, vous avez l'info, vous avez la primeur de l'information. Les Sentiers de Ravenne, c'est charmant. Bien,
Françoise Berg. Alors, signature d'un avenant numéro 1 au projet éducatif territorial intercommunal. Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes, les communes membres, l'État, l'Éducation nationale et la Caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle ont signé un projet éducatif territorial dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Il convient de signer un avenant numéro 1 à ce projet afin de prolonger sa durée d'application jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, d'une part. D'autre part, cet avenant permet de fixer les modalités de reversement du solde de fonds d'amorçage que perçoit la ville de Jeuf à la communauté de communes du Pays de l'Orne, après déduction des dépenses engagées par la ville pour l'expérimentation sur l'école de Génibois. Bien. Pas de remarques sur ces questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Merci. Alors ensuite, en divers, la motion de soutien au secours populaire. Vous avez reçu une motion qui nous a été envoyée par un certain nombre de structures caritatives de notre bassin, que ce soit le Secours catholique, que ce soit Vie plurielle, que ce soit... j'ai pas la liste ici des structures, mais un certain nombre de structures. Il y a une dizaine de structures caritatives ou de fédérations d'éducation populaire qui se sont émues de la décision inique du maire d'Hayange qui exprime là avec une brutalité et une détermination à porter des coups à ce qui ne répond pas à son ordre social, qui n'a pas laissé indifférent ces militants humanistes. Et évidemment, je considère pour ma part que ça ne doit pas laisser indifférente notre ville, qui se caractérise aussi par ce qu'elle sait faire dans les domaines de la solidarité, de la compréhension, de la main tendue. Et donc, la proposition que je vous fais, c'est d'adopter à notre tour cette motion. Je vais la lire. Motion du Conseil municipal en soutien au Secours populaire de Hayange. Une main tendue, c'est là le symbole du Secours populaire français. Depuis 1945, cette association vient en aide aux plus démunis. Elle a été reconnue association de grande cause nationale au même titre que le Restos du Cœur, par exemple. Chaque année, en France, ce sont plus de 3 millions de personnes qui font appel au Secours populaire. Le 30 septembre dernier, le maire FN d'Hayange a diligenté un huissier dans les locaux du Secours populaire français pour lui notifier son expulsion. Depuis son élection, le maire FN a fait du SPF une cible qu'il souhaite voir disparaître. Cela a commencé par la baisse drastique de la subvention municipale jusqu'à sa disparition pure et simple. Pour justifier cela, le maire s'appuie sur des affirmations fallacieuses. Le SPF serait pro-migrant. Par ailleurs, il souhaite reprendre le local pour l'attribuer à un groupuscule proche du Front National, Fraternité française. C'est tout un programme. C'est moi qui viens de rajouter ça. Ne nous y trompons pas. Le FN est en train de porter un coup dur aux solidarités dans la ville d'Hayange, en plus de continuer à diffuser ses idées xénophobes. À Hayange, ce sont près de 800 personnes et plus de 200 enfants qui sont aidés et accompagnés par les bénévoles du SPF. Le seul combat que mène aujourd'hui le SPF, c'est celui contre la misère. Dans un contexte de paupérisation de la population, nous avons besoin de ces acteurs qui font vivre les valeurs d'humanité et de solidarité et apportent une aide irremplaçable à ceux qui sont contraints de faire appel à leurs services. Ne laissons pas faire le maire d'Hayange. Il est impératif de lutter contre le message de haine et de division prôné par ce maire et son parti. Ensemble, apportons notre soutien au Secours populaire français d'Hayange. Voilà. Y a-t-il des remarques? Monsieur Furlan. Ouais, si vous permettez, j'aimerais juste rajouter un point. Donc, j'ai écouté le débat qu'il y a eu entre le maire d'Hayange et le président du Secours populaire. Il les a carrément, en fait, le maire d'Hayange les a carrément accusés de faire de la politique communiste au sein du Secours populaire. Et il se servait de ça, justement, pour leur couper les vivres. Donc, moi, je suis tout à fait contre l'idée du maire d'Hayange, que je trouve franchement aberrante. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme point en plus. Ok, merci. Pas d'autres... Ah, pardon. Attendez, parce que j'ai du mal. Voilà. Oui, moi, je voudrais simplement dire que,
évidemment, je ne partage pas les valeurs du maire, les valeurs politiques du maire d'Hayange, et je voterai cette motion, mais je veux simplement faire remarquer qu'il faudrait qu'on fasse très attention à ce que dans d'autres villes, d'autres maires suppriment des locaux à des associations, et à ce moment-là, il nous faudrait prendre les mêmes décisions. Parce que je ne vois pas pourquoi, dans ce cas de figure-là précis, on dit c'est pas normal, et c'est pas normal, je vais voter cette motion, évidemment. Mais prenons garde que dans d'autres municipalités, demain, on ne soit pas tenu par d'autres associations qui viendraient nous dire on a expulsé notre local, faites quelque chose, votez une motion. Voilà, c'est tout simplement ce que je souhaitais dire. Je partage ce que vient de dire Lucien, c'est-à-dire que si dans la vallée, parce que là on parle de la vallée de l'Orne, Hayange est une ville de la vallée de l'Orne, si dans la vallée, ou à proximité, il y avait quelque part un maire qui se caractériserait par des relents de racisme, de xénophobie, et ce qui l'entraînerait à faire des choix aux antipodes des valeurs que nous défendons, qui sont les valeurs républicaines, et pas simplement les nôtres, évidemment, vous me trouveriez, sans doute avec vous, je n'en doute pas un instant, debout pour m'opposer de toutes mes forces à toute velléité de ce type. Mais là, en l'occurrence, et bien heureusement, la vallée de l'Orne, dans son ensemble, de l'amont à l'aval, se caractérise par d'autres choses, par l'inverse jusqu'à présent. Il aura fallu que cette obédience prenne, dans les conditions que l'on connaît, cette responsabilité pour vivre cet événement triste pour justement ce qui devrait assurément orner le fronton de toutes nos mairies, même si ce n'est pas inscrit physiquement, on l'a à l'esprit, que ce soit l'égalité, la justice ou la fraternité. Les trois allons bien ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Alors, M. Savard. Oui, moi je trouve aussi effectivement plus que choquant ce qui se passe actuellement à Hayange à propos du secours populaire. Quels que soient les arguments développés par le maire d'Hayange, j'en ai entendu certains qui pourraient paraître raisonnables et sensés, mais qui ne le sont pas. Il argue de questions de fonctionnement, de questions de travail administratif de l'association qui ne seraient pas très bien faites. Et alors l'association, là, elle n'a pas pour but de former des fonctionnaires, des administratifs, etc. Elle a pour but d'aider des personnes et des familles qui sont en grande difficulté. Et elle le fait. Donc il ne faut pas qu'on se laisse subvertir par des arguments qui n'en sont pas, des arguments du maire d'Hayange. Et je crois qu'il faut être très ferme là-dessus. Et pour compléter ce que disait Lucien Vigo tout à l'heure et ce que disait Monsieur le maire, dans notre secteur, dans nos vallées, puisque c'est nos vallées dont on parle, notre secteur qui a une histoire sociale, quelles que soient les associations qui vont nous demander leur aide dans des situations comme celle-là, je le dis clairement, nous devons intervenir de façon comparable à celle pour laquelle nous intervenons actuellement. Voilà, j'ai fini mon intervention. J'entends que tout le monde partage cette appréciation. Je m'en réjouis. Je soumets néanmoins au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. C'est une belle unanimité qui fait honneur à notre ville. Je vous remercie. Sur les divers, je voudrais donner des informations, 3 informations. D'abord, vous dire qu'au prochain conseil municipal, je souhaitais ce soir éventuellement l'évoquer, mais comme il y a plusieurs propositions concernant l'évolution de nos commissions municipales, j'avais besoin d'un peu plus de temps, mais la prochaine fois, je formulerai des propositions qui viendront non pas
modifier profondément les commissions, mais en tout cas répondre à quelques sollicitations qui me sont parvenues. Donc je ferai des propositions dans ce sens la prochaine fois. D'autre part, sachez que sur la question du Stade Sainte-Anne, je réitère et je redis que je souhaite évidemment, et nous allons essayer de le créer, solliciter les avis, les opinions, les suggestions. Il m'en est venu une de la part de M. Furlan en particulier, évoquant l'éventualité de la réalisation d'un débarcadère, en lien avec en particulier l'association des pêcheurs. C'est un travail, c'est une réflexion tout à fait intéressante, qui s'inscrit bien dans les logiques que, pour ma part, j'avais posées. Et donc, cette question va continuer à être explorée par M. Furlan. Et donc, il nous tiendra informés de l'évolution, et moi en premier évidemment, de ce dossier, je tenais à le dire, au conseil municipal. Enfin, nous avons inauguré il y a un peu plus d'une semaine le local de Horn THD, le local commercial. Et j'ai voulu faire un point devant le conseil municipal. En 6 jours, 123 abonnements particuliers ont été réalisés, ce qui est évidemment très, très conséquent. Et 120 collectifs. Comment ? Et quelque chose comme 230 logements collectifs sont concernés par les négociations en cours. C'est-à-dire que ce n'est pas finalisé. Donc 123 contrats intervenus déjà, effectifs, et quelque chose comme 230 logements situés en collectif qui font l'objet... Il y en a déjà 120 en collectif qui sont actés. Ah ouais. Non. Enfin bon, c'est pas grave. Moi je dis non, mon premier adjoint dit oui. C'est moi qui suis représentant... Oui, mais j'ai vu le contexte juste avant le conseil. Alors bon, mais c'est pas grave. Moi, s'ils sont déjà actés, tant mieux. Ben oui, tu vois, je l'ai eu aujourd'hui. Alors, s'ils sont actés, tant mieux. S'ils ne le sont pas, ils vont l'être. Ça veut dire qu'il y a 230 logements collectifs qui sont en phase d'être évidemment contractualisés dans le cadre d'une négociation, parce que là, les coûts ne sont pas identiques aux contrats particuliers. C'est considérable. En 6 jours d'ouverture, 6 jours. C'est dire si ça répond évidemment à une attente. Permettez que je vous dise aussi à ce moment-là une remarque. Numéricable joue un jeu un peu bizarre, puisque j'apprends que, par exemple, des contrats ont été signés jusqu'au printemps, jusqu'à l'été prochain, alors que la convention avec Numéricable s'éteignait en octobre dernier. En septembre. Comment un organisme qui est signataire d'une convention dont il sait pertinemment qu'elle va s'éteindre peut-il dire à des clients potentiels « on va reconduire notre contrat », à moins qu'ils considèrent que la tacite reconduction est chez eux une règle. Ce n'est pas une règle légale dans ce pays. Il y a une légère contradiction, mais je le dis, parce que il commence, puisqu'on est en contact, les gens vont à l'agence, nous appellent, enfin, il y a des témoignages. Bon. Il y a cela. Il y a par ailleurs des contacts entre Numéricable avec certains prestataires privés qui, évidemment, sont présents sur les ondes. Il s'agissait en réalité, Numéricable, je ne le savais pas jusqu'à présent, simplement d'un prestataire de service, pratiquement, ce que nous ignorions dans la relation qu'ils avaient avec certains de leurs partenaires. Ce partenariat, évidemment, aujourd'hui est interrogé directement par la nouvelle situation. Nous sommes en train de gérer cela. Mais tout cela un peu dans le brouillard tente d'alimenter Numéricable. Je le regrette. Je fréquente Numéricable dans d'autres lieux et dans d'autres circonstances. Moi, j'appelle de mes vœux, vraiment ardemment, Numéricable à se ressaisir, à nous transmettre l'ensemble des documents administratifs, techniques, financiers qui sont liés à la réalisation de cette convention et de cette fin de convention, ce qui aurait dû être le cas depuis longtemps. Effectivement, quand je parle de Numéricable, c'est SFR Group, absolument. Bon.
J'ai tellement, ici on a tellement connu que Numéricable, mais tu as raison, SFR Group. Mais donc, il y a tout cela, mais aucun élément n'est surprenant, il y en aura d'autres, d'autres informations, d'autres, quelquefois loufoqueries qu'il nous faudra gérer, nous le ferons, bien entendu. Je veux ici dire à la population d'abord que je suis heureux qu'elle réagisse de cette manière, je suis heureux que notre conseil municipal, à l'unanimité là aussi, ait porté sur les fonds baptismaux cette volonté, que celles et ceux qui se posent la question se rassurent. Évidemment, le 10 janvier, il y aura basculement. Certains services de SFR Group expliquent qu'il n'y a pas de raison de rompre pour les clients, de rompre même leur contrat au 10 janvier, sinon il y aurait faute de leur part. Tout cela est faux. C'est la ville qui prend la décision conforme à ses intérêts, et elle le fait dans le cadre d'une situation légalement établie sur un réseau qu'elle considère être le sien. Donc évidemment, tout cela doit être de nature à rassurer Joviciennes et Joviciens. C'est la ville qui assume cette situation parce que c'est comme cela qu'elle est. Ce n'est pas une situation artificiellement créée par nous. Et c'est la ville qui prend la décision de l'adhésion à Horn THD. Donc voilà, je voulais rappeler ça, les grands principes. Je vous tiendrai informé, c'est l'engagement que j'avais pris initialement, de l'évolution de ce dossier, mais qui est éminemment positif et qui me réjouit sincèrement. Je tenais à vous le dire. Alors, Lionel, qui est en charge de ces questions et qui nous représente au sein d'Horn THD. Juste une petite précision. Il est clair que dans la plupart des logements joviciens, il y a deux prises. Il y a la prise téléphonique et il y a la prise du réseau câblé. La prise du réseau câblé, le réseau câblé appartient à la ville de Geoff et il a été mis à disposition de Numéricable et de Numéricable SFR, puis SFR Group, enfin c'est la même entreprise, pour amener le signal télévision. À partir de septembre, c'est fini. Ils ont la possibilité de continuer jusqu'au 10 janvier à 0h et quelques. Donc le 9 janvier à minuit, c'est fini pour eux. Et c'est Horn THD qui, à travers ce réseau câblé, distribuera le signal télévision. Et il n'y aura pas d'autre choix qu'Horn THD sur ce réseau câblé. Maintenant, les gens ont toujours la possibilité d'avoir des abonnements avec d'autres fournisseurs à travers la prise téléphonique qu'ils ont dans leur appartement. Mais sur le réseau câblé qui appartient à la ville, ce sera Horn THD. Bien, voilà les informations. Je vous propose, là-dessus, c'était 3 informations différentes. Je vous propose donc de nous arrêter sur le sujet et je vous propose maintenant de procéder aux questions d'actualité. Monsieur Savard m'a adressé 3 questions d'actualité. Voilà. Pas à Monsieur le maire toutes les 3, une. Les 2 autres... vous permettez une remarque? Les 3 sont adressés au maire, bien sûr. Il m'appartient de décider qui répond aux questions. Je vous laisse continuer. Elles sont adressées à qui, mais le maire décide qui répond à la question. Voilà. Absolument. Moi, je les adresse à qui je veux, et le maire décide qui il veut, qui répondra. Voilà. Les questions sont adressées au maire, c'est moi qui décide. Allez-y. Voilà. Donc... j'interviens auprès de monsieur le responsable de la commission prétendument de développement prétendument durable. À une précédente question, oui, bon, c'est bon. Vous avez prétendu ne pas avoir prise sur la diminution radicale du temps de travail à Geoff. Cette réduction massive est pourtant indispensable à l'équilibre social. Je vous rappelle que notre municipalité emploie directement et indirectement de nombreux salariés, les emplois municipaux, les salariés de l'association hospitalière, dont bientôt l'EHPAD, par l'intermédiaire de notre représentation au sein de cette association. Les salariés d'Ornaval, toujours par l'intermédiaire de notre représentation. Les salariés de la CCPO, par l'intermédiaire de notre représentation. CIRTOM, pareil. Les salariés d'autres instances, collectivités ou organismes divers, par l'intermédiaire de notre représentation en leur sein. Et puis, Monsieur le maire étant l'un des vice-présidents du conseil départemental, certes pas le premier, mais en place raisonnable, il lui est loisible d'intervenir au sein de cette collectivité importante.
Vous le voyez, à condition que la volonté y soit. Et contrairement à ce que vous prétendez, point n'est besoin d'être député, ministre ou chef de l'État, il est possible d'agir à notre niveau sur ce point indispensable à l'équilibre social. Ma question, êtes-vous prêt à prendre en compte mes précédentes remarques et reconsidérer sérieusement votre réponse? Je décide de laisser le soin à Jean-Jacques Gottigny de répondre à la question. Monsieur le conseiller, vous m'interrogez une fois de plus sur la nécessité de réduire le temps de travail. Dans votre développement, vous faites référence pêle-mêle aux employés municipaux, aux salariés de diverses collectivités, organismes, syndicats intercommunaux, etc. Je vous rappelle simplement que nos décisions ne peuvent impacter directement que les salariés de notre ville et que toutes les autres structures sont souveraines dans leurs choix, au travers de leur conseil constitué ou de leur conseil d'administration, et que notre représentativité, même influente, n'est pas exclusive. Concernant la durée de travail, là aussi je vous rappelle simplement qu'elle est aujourd'hui très officiellement fixée à 35 heures semaine et que cela s'impose à tous. Il ne m'apparaît pas utile de vous donner mon avis à ce sujet, mais dans ce cadre-là, comme dans d'autres d'ailleurs, nous conformons à la loi et aux dispositifs réglementés. 3 réflexions pour terminer ma réponse, de façon un petit peu ironique. La première, fort de vos convictions qui ne me transcendent pas, vous l'aurez compris, je vous engage à vous lancer dès maintenant dans la campagne présidentielle. Vu le climat actuel et le triste spectacle qui nous est offert par certains très hauts responsables politiques sur un énorme malentendu couplé à une épidémie ravageuse qui aurait terrassé tous les autres candidats sauf un, vous, alors pourquoi pas? Vous auriez alors, monsieur le conseiller, tout loisir de réformer notre beau pays, mais jusque-là, monsieur le conseiller, nous continuerons dans notre ville, comme partout en France d'ailleurs, à respecter la loi et à appliquer les 35 heures. Deuxième réflexion, ma réponse, vous en doutiez, n'a pas évolué, n'a pas varié d'un iota. Je vous engage donc à ne pas renouveler les questions dont vous avez déjà eu les réponses. Mes réponses seraient invariablement les mêmes. Puis pour clore là-dessus, quant à la volonté qui nous habite de faire avancer les choses clairement, mais surtout sérieusement, soyez assurés qu'elle est intacte. Bien, merci. Deuxième question. À une précédente question, toujours au même interlocuteur, à une précédente question, vous avez prétendu, entre autres, ne pas avoir prise sur la priorité aux petites exploitations agricoles à Geoff. Je vous rappelle que juste en face de votre mairie se trouve un terrain exploité en maraîchage depuis 8 décennies, que ce terrain se trouve maintenant libre, que ce terrain a fait et continue à faire l'objet, d'ailleurs monsieur le maire est au courant puisqu'il est en contact avec certaines personnes, de plusieurs marques d'intérêt pour exploitation en maraîchage. Certes, ce terrain est propriété privée, comme l'est d'ailleurs l'ancien Leader Price, ce qui ne vous a pas empêché de constituer un groupe de réflexion sur l'avenir de cette propriété privée du Leader Price. Conclusion, vous le voyez, à condition que la volonté y soit, et contrairement à ce que vous prétendez, il est évident que, propriété privée ou non, lorsqu'un intérêt collectif est manifeste, point n'est besoin d'être député, ministre ou chef d'État, et là je n'ironise pas, il est possible d'agir à notre niveau sur ce point d'avenir dans le sens que je demandais. Je pourrais à nouveau me satisfaire de vous renvoyer aux réponses que j'avais formulées lorsque cette première question était venue. Elle avait été extrêmement détaillée et au plan même de la compréhension des enjeux et de ce qui caractérisait la situation de l'ancien gérant de cet espace, il y avait eu des éléments, je n'avais pas été au bout pour ne pas évidemment outrepasser ce qu'il conviendrait de faire à l'égard de ces personnes privées. Donc les éléments n'ont pas varié, je vais laisser le soin, parce que telle a été ma décision à Jean-Jacques Gottigny, de reformuler à nouveau les réponses à cette question. Monsieur le conseiller, vous évoquez dans votre question le devenir de l'exploitation maraîchère située face à la mairie et connue de tous les habitants de la ville et de la vallée. Monsieur le maire avait déjà en son temps répondu à cette question suite à vos questionnements. Permettez-moi, avant de développer ma réponse, de rappeler qu'il s'agit là, à ma connaissance, d'abord d'un triste développement personnel et familial qu'il ne m'appartient pas de commenter. Dans votre question, vous nous dites que plusieurs propositions de reprise en vue d'une exploitation maraîchère se seraient manifestées.
Dans ce cadre très précis, il ne me semble pas être du ressort de la municipalité d'interférer dans des transactions entre particuliers. Il paraîtrait insupportable à tout le monde, dans l'état actuel des choses, de subir la moindre volonté intrusive dans des tractations, même si elles devaient provenir de notre ville, bien que cette dernière reste attentive. Le respect du cadre privé de la propriété privée doit s'imposer. Vous faites de plus une comparaison douteuse entre une structure qui a vécu jusqu'à récemment, qui a marqué de bonne manière le paysage commercial de notre ville et qui bénéficie, semble-t-il, de plusieurs projets de reprise, et une autre structure, pour ne pas la citer, le Leader Price, abandonnée depuis fort longtemps par un investisseur qui ne semble guère se soucier de son avenir. Dans ce deuxième cas, je considère ce bâtiment comme étant une friche urbaine qu'il convient de traiter comme telle. Et dans ce cas, si l'intervention de la municipalité, voire la puissance publique, devait s'exercer pour que notre ville poursuive la requalification de son centre-ville dans le cadre d'un projet cohérent, alors dans ce cas, et dans ce cas seul, je considérerais que la finalité du projet justifiera l'utilisation de moyens que je considère par ailleurs comme devant être utilisés de façon tout à fait exceptionnelle. Voilà ma réponse, monsieur le conseiller. Elle ne peut pas être plus claire. Merci bien. On continue. Dernière question. Même si vous permettez, sur la première question, je disais tout à l'heure à Anne-Hélène en aparté, j'avais l'impression d'être musclore, parce que je suis responsable de tellement de choses. Alors, vous avez oublié un élément. Je suis, du fait de ma fonction, officier d'état civil et officier de police judiciaire. À cet égard, je suis agent de l'État et donc je suis sans doute aussi comptable des 5,5 millions de fonctionnaires de ce pays. Je vous assure que pour ma part, j'agirai politiquement pour préserver tout d'abord les 35 heures. Il me semble bien menacé. Donc je voulais rappeler ça, mais est-ce la réalité de la situation? La réponse de Jean-Jacques Outtini tout à l'heure était tout à fait excellente et je joins ma parole à la sienne. Alors, dernière question. Oui, donc il y a un préambule quand même à cette question. Lors du conseil municipal du 20/09/2015, j'avais voulu poser une question orale. Mais, contrairement à la loi et contrairement à ce que prévoit enfin le nouveau règlement intérieur, par ailleurs imparfait, Monsieur le maire a refusé de me laisser lire ma question, résumé à sa façon la question, la dévoyant de son sens principal. Du fait de ce dévoiement, empêcher les conseillers et les citoyens de comprendre le sens de ma question, et du fait de ce dévoiement, répondu à une autre question, c'est-à-dire la sienne. Il convient donc de me laisser enfin lire cette question. Depuis, alors la question, elle est un peu passée de mode, enfin pas de mode, mais d'actualité maintenant, mais quand même. Depuis quelque temps, les Joviciens voient passer dans leurs rues de gros camions lourdement chargés de terre, ces véhicules très énergivores transportant de la terre de récupération sur une distance de 5 km, soit 10 km aller-retour, depuis l'ancien crassier d'Aumécourt jusqu'à notre crassier d'Aropré. Après la pose d'artefacts destinés à séparer cette nouvelle terre de notre crassier, la nouvelle terre est étalée sur une épaisseur notable par un engin de chantier extrêmement énergivore lui aussi. Nous savons, premièrement, que cette utilisation d'énergie n'est pas sans effet sur notre climat, qu'un camion tel que ceux utilisés pour le transport de la terre détruit nos rues comme 200 000 voitures particulières. Un seul camion, 200 000 voitures. C'est-à-dire qu'il faut 200 000 passages de voitures pour détériorer nos rues comme un seul de ces mastodontes. Que cette façon de procéder est due à la nature polluée de notre crassier d'Aropré, certes, mais, cinquièmement, que d'autres solutions écologiques existent pour dépolluer un terrain. Alors, une telle débauche de gaspillage énergétique et de destruction de nos rues répond-elle à une logique écologique et laquelle? Réduire et de terminer. Bien. Donc, à moins que des camions continuent à circuler depuis plus d'un an, je ne l'ai pas vu, cette question, effectivement, est pour le moins complètement dépassée. Donc, je vous invite simplement à relire ma réponse à l'occasion du conseil municipal d'il y a plus d'un an. Vous aurez les éléments nécessaires à la réponse de votre question. C'est sur ce sujet. Question parlait du CIRTOM. Il y a un problème avec le CIRTOM? Vous cherchez un emploi ou quoi là? Non. Je ne sais pas, il a parlé du CIRTOM.
Non, René. Non. Il a parlé du CIRTOM, oui. Il a nommé le CIRTOM. Ah oui. Les salariés du CIRTOM. Non, parce que, oui, d'accord. Vous avez nommé les salariés du CIRTOM. Oui. Quel est le problème? Mais non, mais... Il a nommé même l'association hospitalière de Geoff, etc. C'est pour ça que je disais que j'étais responsable sans doute des 5,5 millions de fonctionnaires du pays. Bien, allez. C'est... Bon. Vous avez la liste. Vous avez reçu la liste. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez reçu la liste